Salut Sébastien, Salut merci, Charles. merci de ta présence dans le podcast Ce n'est pas que des chiffres Avec que l'on plaisir. que l'on monte avec Sekino. Alors pour une fois, on n'est pas dans nos locaux, puisque tu es Marseillais, et donc c'est le congrès de Marseille dès demain. Oui. Alors le podcast sera diffusé après, mais on est venu justement profiter du congrès pour venir dans tes locaux qui sont super. Et du soleil aussi, du coup. Alors, pas ce matin, hein, mais ça c'est une autre petite histoire. Donc, écoute, pour commencer en tout cas le podcast, on voulait commencer par que tu te présentes, toi, et puis bien évidemment un peu le cabinet, et après on passera sur d'autres questions. Oui. Alors, je m'appelle Sébastien Delange, j'ai 39 ans. Je suis à mon compte depuis bientôt 10 ans et j'ai travaillé en cabinet depuis une quinzaine d'années à peu près. Le cabinet a été créé donc en 2005 et je me suis associé par la suite à Raphaël Salé qui est avec moi sur le cabinet Expertise. Voilà, on est situé à Marseille, à la Valentine, dans les quartiers Est, dans le 11e arrondissement. Et voilà, on est content du chemin parcouru depuis ce temps-là et de la progression. Donc c'est assez satisfaisant. On a une bonne équipe, on a des clients relativement sympas. On essaye de l'être avec eux. Donc voilà, on essaie de transmettre un peu notre amour du métier, nos valeurs et ce qui nous plaît dans le métier et qui répond aux besoins des clients. Ok, merci. Et du coup, tu rentres un peu plus dans le détail du cabinet, des valeurs, tout ça, de ce que vous apportez. Aujourd'hui, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails sur la typologie peut-être? Est-ce qu'il y a une typologie de clients particulière? Combien vous avez de clients? Et puis aussi, combien vous avez de collaborateurs? Alors en tout, on est 15 au niveau du cabinet. On a un site principal situé ici et un autre site situé à Saint-Martin-de-Crau, vers Arles. Et du coup, on a à peu près entre 300 et 400 clients. Donc la clientèle est assez typique et variée. On a des professions libérales, des commerçants, des artisans, des prestataires de services. On a aussi de plus en plus de structures du monde de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, Hmm. que ce soit principalement des associations, mais ça peut être des fonds de dotation, des sociétés coopératives ou des structures de l'ESS à proprement parler. Donc typologie assez variée et voilà, de plus en plus de structures liées à l'ESS et également à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, parce que ça, on en parlera. Notamment, il y a un petit, pour ceux qui voient la vidéo, il y a un petit trophée que tu as reçu l'année dernière au congrès de C'est Montpellier, ça. hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Du coup, voilà, Trophée RSE et performance globale, pardon, 2023, coup de cœur du jury. super. Du coup, alors qu'est-ce que vous avez mis en place en fait? On va faire un peu une diversion, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour avoir ce trophée au niveau de l'ordre l'année dernière? Du coup, voilà, il y avait les cabinets nationaux qui pouvaient candidater pour ce prix RSE. Et nous, on a cette démarche-là depuis un peu plus de 3 ans qui a été mise en place de manière volontaire parce qu'il n'y a pas d'obligation légale derrière de mettre en place ce Hmm. genre de choses. Mais du coup, par rapport à notre sensibilité et par rapport à notre envie de travailler dans un cadre propice à l'épanouissement, on a mis en place pas mal de choses, notamment sur la qualité de vie au travail pour que les salariés se sentent épanouis dans leur travail, améliorer la cohésion d'équipe, diminuer le stress, favoriser le recrutement et diminuer aussi les départs des salariés, donc le turnover. On a mis en place des séances de massage par exemple pour D'accord. tout le monde, donc 3 fois par semaine. On a un naturopathe acupuncteur qui vient aussi une fois par mois, qui peut voir des salariés sur une matinée. On a des cours de yoga chaque semaine. On a une salariée qui donne aussi des cours de sport pour ceux qui veulent le midi. Donc ça c'est au niveau des activités qu'on propose pour les salariés. Et ensuite on a aussi, on fait 2-3 sorties cabinet qu'on appelle team building tous les ans avec les salariés. Donc voilà, on essaye de laisser les salariés choisir des activités, de l'endroit pour que ça convienne au plus de monde. Et puis c'est toujours sur la base du volontariat, il n'y a pas d'obligation de le faire. On l'a déjà fait sur une journée, on l'a déjà fait sur un week-end complet. Donc on essaie que tout le monde se sente à l'aise et qu'on puisse réussir à faire des ponts. On a différentes générations, on a des plus jeunes, on a des moins jeunes. On a des profils différents, on a des mères célibataires, on a des pères au foyer, on a des gens qui n'ont pas du tout d'enfants. Donc voilà un peu la vie de chaque entreprise et on essaye de favoriser un petit peu ça.
On a mis en place aussi pas mal de télétravail entre 1 et 3 jours par semaine. Alors c'est sûr que ça a été accentué comme beaucoup d'entreprises avec l'arrivée du Covid. Et on essaye d'aménager pardon, le temps de travail en fonction des contraintes des différentes personnes. S'il y a des enfants à récupérer à l'école, s'il y a des choses particulières, on s'adapte pour que les salariés voilà, n'aient pas la pression de se dire vite, il faut que je parte à l'heure, j'ai mon enfant à récupérer, sinon je vais être en retard. Ou, voilà, diminuer un peu le stress. On organise des formations en interne et en externe aussi. On essaie voilà, de favoriser l'apprentissage et la progression en interne par rapport aux compétences que l'on a pluridisciplinaires au sein du cabinet. Donc, on a cet axe qualité de vie au travail et bien-être des salariés qui est assez important. On a Oui, aussi on une voit. partie importante liée à la partie écologique et éco-geste au niveau du cabinet. Ouais. Euh, on a des actions de sensibilisation vis-à-vis des salariés. On a organisé une fresque du climat il y a quelques temps pour que les salariés et les équipes comprennent les enjeux du réchauffement climatique, leurs origines et leurs conséquences, arrivent à faire des connexions et des liens. On fait chaque année une action de ramassage de déchets avec des associations locales, justement pour voilà, mobiliser, sensibiliser un peu les équipes, sachant qu'on convie aussi des clients, on convie un peu des partenaires, on essaie de faire une action un peu globale par rapport à ça. Voilà, et plein d'éco-gestes sur des diminutions d'éclairage, réduction de consommation d'eau, sur quand on va à la boulangerie, on a des tupperwares, donc on arrive à la boulangerie, bah, on essaye de ne pas prendre tous les emballages et suremballages qu'ils nous donnent à chaque fois. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui font rigoler au début quand on arrive à la boulangerie. Maintenant, ils nous connaissent et quand on oublie le tupperware, on nous dit ah, vous n'avez pas les tupperware aujourd'hui. Donc, on crée un peu de liens et d'éco-gestes par rapport à ça. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaie un peu d'ancrer dans la culture d'entreprise et qui sont amenées après, on espère, à s'étendre à la sphère personnelle pour avoir un peu plus d'impact. Et du coup, tu as réussi à mesurer les impacts que ça pouvait avoir sur le bien-être des salariés, sur peut-être, tu parlais du turnover, est-ce qu'il y a moins de turnover? Oui, oui, on Est-ce a que... mesuré une diminution du turnover, une plus grande fidélisation des équipes. D'accord? On fait aussi un questionnaire qu'on transmet aux salariés chaque année sur leur qualité de vie au travail. Donc on avait un pourcentage de satisfaction entre 80 et 90% l'année dernière, ce qui est plutôt satisfaisant. Ok. On va aussi envoyer un questionnaire pour les clients prochainement de satisfaction pour arriver à connaître leur niveau de satisfaction des équipes et quelle mission pourrait les intéresser par la suite. Donc il y a beaucoup de changements au sein de la profession. On essaye de les anticiper un peu et Mhm. de déceler les besoins des clients en lien avec ça. Donc il y a un dernier axe assez important aussi au niveau du cabinet, c'est le mécénat. On fait beaucoup de Ouais. mécénat pour des associations. Donc du mécénat financier. On donne de l'argent à des associations en sachant que ce sont des salariés qui choisissent les associations qui veulent qu'on D'accord. soutienne. Donc on essaye de faire quelque chose d'inclusif. Et on fait également un peu de mécénat de compétences pour des associations. Le mécénat de compétences, c'est en gros, on va faire de la comptabilité pour eux à des prix plus bas ou gratuitement pour certaines associations. D'accord. Donc on dédie des budgets chaque année, on essaie de faire tourner d'année en année les différentes associations qui en ont besoin pour pouvoir les soutenir parce qu'elles ont souvent peu de moyens avec beaucoup de projets à impact ou intéressants. Donc on essaie de favoriser ça à notre niveau. Et c'est plutôt des associations qui sont dans tout ce qui est RSE, enfin, plutôt dans le solidaire ou dans C'est assez varié, mais on l'écologie. en a en lien avec l'environnement, on Ouais. en a qui sont en lien avec la partie sociale, justement, sur l'insertion professionnelle ou ce genre de choses. Donc voilà, généralement, c'est plutôt des associations qui sont relativement engagées parce qu'elles sont assez prescripteurs et une association nous en ramène une autre qui est souvent qui a le même ADN. Donc derrière, on arrive à créer un peu un écosystème de confiance par rapport à ça et c'est assez satisfaisant pour nous et pour les équipes. Yes. Et du coup, on- vous faites beaucoup de choses hein, finalement, enfin pour les équipes. Et t'as combien de collaborateurs? On est 15 en tout. 15. Ouais, 15, dont deux associés c'est experts ça, comptables? Ok. exactement, dans des associés. Ouais. Ok. Et du coup, donc l'impact que tu as vu, c'est moins de turnover, donc moins de gens qui partent. Et est-ce que tu arrives aussi à, lorsqu'il y a des postes qui s'ouvrent chez vous, à avoir justement une attractivité qui peut être différente par rapport à d'autres cabinets? On a surtout eu des derniers recrutements qui étaient basés sur des connaissances et des cooptations, donc je pense D'accord? que ça a quand même joué du coup, Ça joue le fait qu'on ait forcément, ouais. cette démarche. Mais on a été mis parfois en concurrence entre guillemets avec d'autres cabinets sur Oui. certains recrutements où pour la plupart ils étaient souvent intéressés par ce qu'on pouvait proposer en parallèle.
en termes de qualité de vie de travail, en termes de valeur. Donc, je pense que ça peut faire la différence sur certains profils, Mm. sur des personnes qui ont déjà travaillé dans d'autres cabinets, ils vont forcément percevoir la différence de qualité de vie qu'on propose ici par rapport à Ouais. d'autres. Sur des plus jeunes, ça sera moins vrai parce qu'ils seront habitués à ça, ils vont penser que c'est pareil partout. Mm. Des apprentis qu'on a pu avoir, ce genre de choses. Par contre, ils vont être sensibles à cet engagement et les valeurs qu'on va mettre en Ouais. avant en lien avec l'écologie et la partie sociale et sociétale. Donc voilà, on va avoir deux pans qui vont être intéressants à ce niveau-là. Euh, Comme j'aime souvent à le rappeler, il faut qu'en face de ce que l'on avance, ils puissent le constater derrière, et il n'y a rien de pire que on pense qu'on va dans notre entreprise engagée, et derrière on s'aperçoit que c'est du greenwashing, que en fait, Oui, voilà, on a juste mis c'est le bac clair. à tri pour trier les feuilles, on a dit aux gens d'éteindre les lumières pour économiser de l'argent, et en fait il n'y a pas du tout de... Voilà, on a un Oui. fournisseur d'énergie engagé, on a des fournisseurs avec lesquels on travaille, au niveau de la banque, ce genre de choses qui sont relativement engagés, donc on essaye aussi de faire rentrer ce paramètre-là dans le choix des fournisseurs avec lesquels on travaille. Ok. Très clair. Et du coup, donc ça c'est, on voit bien aujourd'hui, hein, je pense, la valeur ajoutée du cabinet expertise vis-à-vis de ses collaborateurs, l'ambiance de travail qui est quand même hyper intéressante. Et en plus, bon, bah, voilà, on est dans le locaux, donc on peut constater aussi, nous, on a pu constater voilà, que les locaux sont quand même assez sympas, assez agréables. Tout est ouvert et vitré, c'est lumineux, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce Ouais. genre de bâtiment. Hein. Je ne parle pas voilà, Oui, de bien cabinet sûr. d'expertise comptable, mais dans le genre de bâtiment. C'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est vraiment porté, et en plus que c'est porté par toi et ton associé aussi, c'est important Mm. voilà, que c'est des vraies valeurs qui sont pas uniquement, comme tu dis, de l'affichage, du greenwashing, juste pour faire un recrutement. Oui, Et donc tout à ça, fait. vis-à-vis des collaborateurs, c'est intéressant. Et du coup, vis-à-vis comment dire, des clients, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à les orienter sur ces sujets ou est-ce que c'est plus difficile? Bah, Euh, en termes de mission, c'est quand même un peu plus compliqué. Il faut savoir que la démarche initialement a été mise en place, comme je le disais, de manière volontaire. hein, Et pour le coup, c'était pour mettre en corrélation des valeurs personnelles avec un environnement professionnel. Donc à la base, la démarche RSE a été mise en place pas de manière stratégique et de manière calculée pour vendre des missions aux clients. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de se détacher de ça parce que bah, ça donne toujours l'impression qu'on veut faire de l'argent sur l'écologie et ce genre de choses. mhm, Et, et c'est pas le cas. Pour autant, on a développé quand même certaines expertises au niveau de la RH, la qualité de vie au travail, au ouais, niveau du bien-être des salariés, au niveau de pas mal de choses au niveau de la démarche RSE qui peuvent être transposables à n'importe quelle structure en fait. hein, Il y a des adaptations à apporter, mais on est une entreprise de prestation de services, on n'est pas un industriel qui peut paraître polluant, sur lequel on peut se dire il y a beaucoup d'actions à mener. Ça veut dire que même sur une structure comme la nôtre, on peut être amené à faire beaucoup de choses en fait. ouais, Il y a des choses qui sont faites naturellement par pas mal d'entreprises, que l'on valorise à travers une démarche, à travers une étiquette de ce type-là. Donc quand on a rédigé notre charte RSE, il y a des choses qui paraissent évidentes, comme le tri des déchets, ce genre de choses. Pour autant, on va plus loin sur beaucoup d'autres actions, et derrière, ça permet voilà, de réfléchir, de se positionner sur ce qu'on veut pour notre cabinet. Donc ce qu'on a mis en place, on pourrait le transposer à des clients. Typiquement, hein, l'accompagnement dans une démarche RSE pourrait être transposé à des clients et on pourrait proposer ce type de mission. On peut avoir la rédaction d'indicateurs extra-financiers qui peut être proposé aux clients parce que nous-mêmes, on essaye de suivre des émissions de CO2 à travers un bilan carbone que l'on fait au niveau du cabinet, des quantités de litres d'eau utilisées, des kilowattheures utilisés, donc on peut arriver à compter des choses qui ne sont pas seulement des euros, comme oui, on a dans un bilan et un compte de résultats, mais arriver à compter des du litres turnover, d'eau, arriver à compter ouais, des heures de formation, arriver à compter différentes choses qui peuvent permettre de mesurer d'autres éléments que seulement du monétaire. C'est un peu ça l'idée hein, d'indicateur extra-financier. Donc ce qu'on a mis en place en interne, on peut le transposer chez des clients. On a aussi la compétence pour une partie juridique, c'est-à-dire que quand on crée une société, on peut mettre une raison d'être dans les statuts de la société, ouais, qui marque un peu un ADN et un engagement social ou sociétal et environnemental. Ou alors créer une société à mission aussi. Créer une société coopérative, créer une SS ou une SRL de l'ESS. hein, Donc tout ça, ça matérialise des engagements et derrière éventuellement des contraintes à apporter.
Donc c'est des choses que l'on maîtrise ou avec lesquelles des sous-traitants avec lesquels on travaille qui maîtrisent ces choses-là, notamment des avocats spécialisés. Donc on a aussi des compétences en interne ou en externe pour conseiller sur ce type de mission-là. Et voilà, et sur la partie sociale, on peut très bien être amené à faire des audits RH pour des clients, pour voilà, une problématique, j'arrive pas à recruter, j'ai des problèmes pour fidéliser les salariés, j'ai des problèmes au niveau des rémunérations, il y a des décorrélations de l'insatisfaction. Derrière, on peut être amené à les accompagner pour améliorer cette politique-là, si tant est qu'il y ait une vraie volonté de faire changer les choses et que ce soit pas une tyrannie du patron sur ses salariés Oui. pour caricaturer, et derrière, on installe un baby-foot pour qu'il soit content et on a réglé le problème, quoi. Donc, il y a aussi des points de vigilance à avoir là-dessus. Mais voilà, il peut y avoir des missions extra-financières, des missions juridiques, des missions sociales et des missions RSE en lien avec notre métier. Donc ça, c'est des choses qu'on peut proposer. On n'a pas forcément beaucoup communiqué dessus parce que derrière, par manque de temps, il faut qu'on arrive aussi à packager les offres et c'est compliqué de mettre de l'argent et de monétiser des choses qui nous paraissent un peu évidentes et qui paraissent du bon sens. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut être amené à mettre en place sur les prochains mois ou les prochaines années. Ouais. Pour des clients, à partir du moment où on aura communiqué de manière plus efficiente dessus, je pense qu'on pourra avoir des clients qui seront intéressés par ça. Euh, donc voilà, c'est pas forcément un axe prioritaire du cabinet avec tout ce qui se passe actuellement, les augmentations tarifaires des éditeurs de logiciels. Pour ne Vaste citer sujet. que, voilà, vaste sujet, avec la facturation électronique qui arrive, Ouais. avec l'intelligence artificielle, la mutation des métiers, tout ça sont des sujets qui sont quand même prégnants pour les clients et sur lesquels on essaie d'être présent et de répondre au mieux. Donc on essaie d'y aller étape par étape, mais la démarche RSE reste ancrée et reste présente pour nous. Donc voilà, ça Bah, ce qui est c'est un intéressant, axe de développement pour la suite. ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste comment dire, une opportunité d'offre commerciale pour faire du chiffre d'affaires Mm. pour le cabinet, mais c'est vraiment des valeurs qui sont très propres au cabinet, qui sont ancrées dans le cabinet et qui, bah, demain, vous paraissent déjà naturelles, Mm. qui ne le sont pas forcément, Oui, mais rarement, peut-être un peu trop rarement encore, certainement. Et donc, bah voilà, c'est vrai que les entreprises peuvent se tourner vers vous en sachant qu'il y a toute une bienveillance en fait derrière oui. qui vient de ça et qui est pas juste bah, on va vous facturer un package audit carbone parce qu'on sait faire et Oui, ça oui. va un peu plus au-delà et c'est vraiment de l'accompagnement du dirigeant au quotidien quoi. J'en ai pas parlé, mais j'ai suivi la formation bilan carbone. Et effectivement, c'est des missions qu'on peut proposer aussi aux Mm, clients de réaliser leur bilan carbone. Après, il faut que ça ait du sens pour eux. c'est Il faut ça. qu'ils puissent en tirer des axes de progression. Je vous donne un exemple. Je te donne un exemple plutôt. Sur la partie mobilité douce, on est dans une zone où il y a très peu de transports en commun, où c'est très Ouais. compliqué pour venir ici si on ne prend pas la voiture. Donc on a beau faire tous les efforts qu'on veut, on peut mettre en place du télétravail, on peut mettre en place de la dématérialisation pour que les clients évitent d'apporter les pièces comptables, et ça on l'a bien mis en place. Ça va être compliqué de dire à un salarié tu prends le bus, t'en as pour 1 heure, alors qu'en voiture t'en as pour un quart d'heure, quoi. Oui. Donc il y a quand même, selon les communes où on se trouve et selon les moyens de mobilité, certains freins, notamment sur le bâtiment. On est en copropriété, on peut pas installer ce qu'on veut en termes de système d'isolation. On a des voisins au-dessus, des voisins à côté, on peut pas mettre des panneaux solaires sans demander l'avis à la copropriété. Donc voilà. Mm, Il y a des choses qui sont facilement actionnables, il y a des choses qui sont plus difficilement actionnables selon la zone où on se trouve et selon l'emplacement du bâtiment et si on se trouve en copropriété ou pas. Donc derrière, on essaye de mettre en place un maximum de choses. Il y en a sur lesquelles on peut pas être forcément très bon là-dessus. Donc peut-être qu'au niveau du bilan carbone, on n'aura pas une super note parce qu'au niveau de la mobilité, du bâtiment et de choses comme ça, on va pas être dans les clous. Mais derrière, on essaye de faire des choses pour limiter, quand on va au congrès, les déplacements en avion, de prendre un maximum le train ou de prendre la voiture quand on peut, ou les transports en commun en intramuros. Donc voilà, on essaye de faire chacun à son échelle par rapport aux contraintes importantes qu'on peut avoir. Donc cette année, si le congrès est à Marseille, c'est parce que vous avez insisté pour que votre Ouais, ouais, déplacement bah, en avion on a fait devienne l'effort, on n'est pas certif. venu en avion cette année, vous avez vu, donc. Non, non, c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'important et ça fait 2 3 ans que le Ouais. congrès demande justement d'où on vient, comment on se déplace pour essayer Mhm. de mesurer un peu l'empreinte carbone de l'événement, donc c'est quelque chose d'assez positif aussi.
Et la profession essaye de se positionner un peu sur ces sujets-là. Je fais d'ailleurs partie du comité RSE en région PACA de l'Ordre des experts comptables, et on essaye d'acculturer les confrères et les consoeurs à ces sujets-là pour arriver à ce que chacun prenne la mesure des enjeux planétaires qui existent et puisse trouver des solutions à notre niveau pour améliorer les choses à son échelle. Ok. Et du coup, tu ressens quand même dans tes collègues de la région PACA un intérêt C'est ou c'est compliqué, quand ouais. même un peu compliqué Non, c'est encore? très compliqué, ouais. Ouais. Très Ouais. compliqué parce que on a un métier où on court beaucoup, on a beaucoup de travail, où on a beaucoup de sollicitations. Hmm. Et c'est pas forcément un axe de développement prioritaire en fait. Ouais. On va trouver de l'intérêt dès qu'on va être sur des missions qu'on peut proposer directement aux clients, dans lesquelles ils peuvent s'y retrouver financièrement et facturer. Mais la démarche qu'on a menée nous, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cabinets qui puissent la mettre en place de manière volontaire sans avoir un intérêt commercial. D'ailleurs, j'emploie souvent le terme démarche RSE et pas stratégie RSE parce que pour moi, Mhm. C'est une démarche, c'est pas une stratégie. voilà, c'est plutôt ma vision des choses. Après, c'est pas forcément partagé par tout le monde. Mais on a quelqu'un qui va se lancer, qui va se mettre à son compte, pourra plus facilement mettre en place ce genre de choses, Oui. aller vers du numérique responsable, des éditeurs ouverts, essayer d'être un maximum en phase avec ses appétences. Un cabinet plus structuré, un peu important, il y a quand même du management du changement, de l'accompagnement à faire au niveau des collaborateurs. On le voit au niveau du numérique, on le voit au niveau des impressions, on le voit au niveau des gens qui ont l'habitude d'imprimer tout pour réviser leurs grands livres et faire leur bilan. Ben, on aura du mal à leur dire maintenant, t'as acheté un deuxième écran, tu regardes en PDF dessus, tu l'as pas en papier et débrouille-toi, quoi. Il y a quand même un accompagnement à mener, il y a quand même quelque chose de générationnel derrière où il faut qu'on arrive à ce que le dirigeant lui-même soit convaincu de ça, ou alors que ça vienne de la base de salariés qui se disent mais en fait on a envie qu'au cabinet on mette en place des choses pour améliorer le bien-être des salariés, pour l'environnement, et donc voilà, ça va venir de la direction, ou ça viendra des salariés, mais il faut qu'il y ait une vraie volonté de changer et d'amener des gens sans que ce soit quelque chose de subi ou de contraint, parce qu'on Mhm. n'arrivera pas à embarquer les gens dans le projet. Yes. Et là, toi, tes salariés, ils ont tous adhéré, sans trop de... Non, pas Enfin, forcément pas tous, hein. forcément. Non, non, il y a des personnes. En fait, quand on a mis en place la démarche, on l'a mis de manière un peu artisanale, c'est-à-dire qu'on a mis des actions en place, on a essayé de faire des choses, on a un peu tâtonné, on a regardé un peu comment ça réagissait. Bon, on n'a pas forcément été les meilleurs communicants en disant voilà, la démarche RSE, qu'est-ce que c'est? Donc pour la plupart des gens, la RSE, c'était l'écologie en fait. Oui, alors C'était que... trier les poubelles, c'était éteindre les lumières, ça s'arrêtait à ça. Et donc on a dit non, en fait, la RSE, il y a plusieurs pans. Il y a le pan économique, comme toute entreprise, il y a le pan social et sociétal, et le pan environnemental, en fait. Bien Et évidemment. donc cette partie sociale et sociétale, quand on leur a dit, mais en fait, ça inclut le bien-être des salariés, ça inclut la qualité de vie au travail, ça inclut tout ce qu'on a mis en place pour vous depuis le début, là, ils arrivaient plutôt à le conceptualiser, en fait. Oui, c'est plus facile Voilà, exactement. finalement. Donc il y a eu de la pédagogie à faire de notre côté. On a une stagiaire RSE qui est venue pendant 6 mois, qui a aidé à faire pas mal de support, pas mal d'éléments de communication, qui était assez enthousiaste et motivante pour les autres personnes. Il y avait un petit déjeuner RSE qui était organisé une fois par mois, tous les matins, où on pouvait évoquer la thématique du mécénat, la thématique de la qualité de vie au travail, faire des propositions, expliquer ce qu'on a mis en place. Donc ça, je pense que ça a quand même porté ses fruits sur la durée. Voilà, nous on était plus dans l'engagement, l'investissement que la communication. Il faut arriver à avoir les deux pour embarquer les gens. Après, on ne pourra jamais obliger une personne à trier ses Non. déchets ou à ne plus imprimer ou à faire ce genre de choses en parlant que des éco-gestes. Mais derrière, on peut essayer de montrer l'exemple. Et il y a un point de bascule qui existe. Et dès qu'il y a une majorité de salariés qui vont arriver à faire certaines actions favorables, les autres ils vont se dire mais finalement, ça commence à s'ancrer dans la mentalité en fait. On le voit à travers l'histoire sur beaucoup de changements qui sont intervenus en fait. Au Mm. début c'est marginal, et après ça devient la norme. En fait, le télétravail c'était marginal. Maintenant on peut plus envisager un poste de travail sans qu'il y ait au moins un jour de télétravail parce que c'est devenu la norme en fait. Mm. Et à l'époque le télétravail, il n'y avait pas cette confiance pour les salariés, la personne a en profité pour faire ses courses, pour faire autre chose. On n'avait pas vraiment ça. Maintenant, il y a une confiance qui s'est installée, je pense, dans la plupart des entreprises, qui font qu'on a remarqué le gain pour les salariés. Il n'y a plus les trajets à réaliser, c'est un confort de vie aussi. Ça permet de s'y retrouver pour tout le monde et c'est bénéfique, mais ce n'était pas toujours le cas en termes d'image par le passé. Donc, tous ces changements-là mettent du temps à être pris en compte dans l'esprit des gens et l'esprit des dirigeants et des salariés. Donc, voilà.
Il faut Oui. arriver à montrer l'exemple. Ouais, et puis il faut savoir accepter le fait que bah, même si on commence quelque chose, il y en a qui vont suivre en fait, mais Mm. vont pas forcément suivre comme on l'aurait envie qu'ils suivent. Et finalement, Oui, bah, au oui. bout d'un moment, comme tu dis, c'est le temps avançant, on arrive à ce qui est une dynamique de groupe, ce que Mm. je comprends qui est arrivé chez vous, qui permet justement d'engager tout le monde, d'embarquer finalement tout le monde. Puis quelqu'un qui il aurait été plus difficile de le pousser, de l'obliger, et là, bah, maintenant en fait, c'est bon, il se dit mince, j'ai pas le choix parce que si je le fais pas, les autres le font, moi il faut que je le fasse quoi. Ouais, tout à fait. Bah écoute, merci en tout cas pour tous ces éléments sur les valeurs de ton entreprise, de ton cabinet et ce que tu peux apporter aux clients. Euh, Maintenant, si on se focalise un peu sur les sujets dont tu as parlé, évoqué, l'IA, la facturation électronique, les éditeurs, voilà, quels sont pour toi en fait les enjeux de la profession et de ton cabinet sur ces différents sujets qui arrivent là, qui sont déjà arrivés? Les enjeux de la profession au niveau de l'actualité, c'est au niveau des éditeurs de logiciels. On a un éditeur de logiciels de paie qui nous fait des augmentations très importantes, qui a un quasi-monopole. On reçoit un mail de Lords Expérimentable en disant on a essayé de communiquer avec eux, on a essayé de se faire entendre, mais en fait, vu qu'ils sont en quasi-monopole, ils font ce qu'ils veulent, donc nous, on peut rien faire à notre niveau. C'est à vous de faire jouer à la concurrence. Donc on s'aperçoit que même la profession et l'ordre est démuni par rapport à ce type de pratique qui nous semble un peu euh, voilà, compliqué à entendre et digérer de telles augmentations. On l'a connu sur des logiciels d'ossérisation, ces augmentations très importantes. On l'a connu Hmm. sur un logiciel de compta où, pareil, il y a eu un gros mécontentement de la profession quand on a dû passer d'un mode client-serveur à un mode SaaS. Donc on a un enjeu de trouver des solutions informatiques pérennes pour nous. On n'est pas obligé de se on soit pas obligé de se dire tous les 2 3 ans, mince, on s'est pris une grosse augmentation, chez qui on va aller maintenant pour migrer quoi. Sachant que derrière, migrer 15 personnes qui font de la compta, migrer 5 personnes qui font de la paye, ça représente beaucoup de travail en termes de formation, en termes d'informatique, en termes de données pour les clients, et que nous, si on répercute sur nos clients les augmentations de 10% qu'on subit en moyenne chaque année, ça devient ingérable pour eux en fait, pour leur rentabilité. Donc on a nos marges qui diminuent, et pour rester viable, on est obligé de se tourner vers d'autres solutions, d'autres éditeurs, et le congrès tombe à pic pour aller voir d'autres solutions qui existent sur le marché en termes de logiciels comptables, d'ossérisation ou en termes de logiciels de paye. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'actualité Ouais. sur lesquels voilà, il y a beaucoup de communication sur LinkedIn et sur les mails sur cette augmentation-là et le mécontentement de la profession. Et du coup, excuse-moi de te couper, mais est-ce que dans ces aspects-là, on peut entendre, je pense que comme tout le monde, hein, entendre des augmentations de tarifs et ce genre de choses, mais est-ce que ça a été expliqué avec des raisons qui peuvent être entendables, ou est-ce qu'il n'y a Bah, pas, finalement, il n'y a pas assez de... pour revenir sur les derniers courriers qu'on a reçus, on reçoit un recommandé de 25 pages dans lequel on nous explique qu'on va pouvoir facturer aux clients plein de missions et que c'est pour ça qu'ils nous augmentent. Sauf que c'est illisible en fait ce qu'ils nous envoient et que on n'arrive pas à savoir avec tous les modules, toutes les options, tous les trucs facturés à la ligne, au bulletin, au coffre-fort, à la GED, au stockage, on comprend rien à leur truc, donc c'est un peu de l'enfumage à mon sens. Donc bien sûr, ils essayent de justifier, de communiquer, mais derrière, la réalité, c'est que grâce à nous, ils arrivent à bien vivre et considèrent que nous, on vit grâce à eux aussi. Mais quand il y a des rachats par des fonds d'investissement derrière, c'est que la rentabilité derrière, il n'y a plus du tout d'écoute et de dialogue comme ça a pu être au début avec ces éditeurs-là, en fait. Mhm. Donc voilà, c'est compliqué pour nous de trouver des logiciels. Il y a la profession qui avait lancé Dracaris pour essayer de prendre des parts dans des sociétés, essayer de garder un contrôle sur ce type d'augmentation. Je sais pas si ça marche, si ça va marcher. Ça peut être une bonne solution, j'ai pas forcément d'avis dessus. Toujours est-il qu'on se retrouve un peu démunis et donc bah, on s'appelle entre nous. Qu'est-ce que tu vas faire, chez qui tu vas aller, et on essaye un peu de s'entraider entre nous. Donc voilà, on va voir de quelle manière on peut le faire, mais en tout cas, on n'arrive jamais aux objectifs qui sont avancés par les éditeurs. Grâce à nous, vous faites 50% de bulletin de salaire en plus. Grâce à nous, vous avez facturé des missions. En fait, dans la réalité, c'est rarement vrai, en fait. Ouais. Ou alors, notre cabinet, on n'est vraiment pas bon, mais je pense pas que ce soit notre problème, le côté commercial, puisqu'on a une croissance régulière chaque année et que on arrive à facturer quelque chose qui nous paraît cohérent. Par contre, passer le bulletin de salaire de 30 à 40 euros parce qu'on a une augmentation comme ça, pour nous, c'est inenvisageable, quoi. C'est Ouais. complètement décorrélé des prix du marché.
Donc bon, on va voir un peu ce qu'on fait sur ce point éditeur-là, qui est un point chaud d'actualité. Sur la partie intelligence artificielle, il y a beaucoup de promesses qui sont faites sur l'IA. À titre personnel, c'est pas forcément ma tasse de thé, quoi. Ouais. Tu De vois pas rem- encore de sujets sur lesquels l'IA peut vous apporter des gains de Bien sûr que productivité? ça peut apporter, mais on est un métier intellectuel. C'est comme si on demandait à un avocat, ben maintenant, ChatGPT, il va te rédiger tes comptes rendus d'audience ou ton Ouais, plaidoyer à la place de toi. Enfin, l'avocat, il va dire, mais en fait, soit il me pique mon travail, soit c'est n'importe quoi, soit ça me fait peur, mais tout changement, il y a des choses sur lesquelles on est réfractaire. Je pense qu'il faut l'encadrer, l'intelligence artificielle, pour pas que ça devienne n'importe quoi, parce que derrière, on mhm, va se retrouver avec une déshumanisation de la profession et du conseil qui est donné. Quand on a un créateur d'entreprise, on va jamais lui dire l'ASS, c'est toujours bon pour toi, la SRL, c'est toujours bon pour toi. On a toujours un conseil qui est donné en fonction du créateur, en fonction de ses besoins, en fonction de combien il lui faut pour vivre, de ses revenus par ailleurs, de ses associés, de son projet. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, ce côté humain et le fait de ressentir le client et ses problématiques, c'est jamais un robot qui pourra le non. faire à notre place, en fait. Donc voilà, je suis un peu sceptique sur une application large au sens du terme. Après, bien sûr que ça peut nous aider à- à faire certaines choses, mais bon, je suis encore un petit peu réfractaire pour le coup à ça. Et sur la partie facturation électronique, on a commencé à travailler avec Sekino depuis Ouais. 1 an sur ce projet-là pour arriver à faire évoluer la solution vers des choses qui répondent à nos besoins en plus de tout ce qui est apporté en valeur ajoutée par Sekino. Donc ça, c'est quelque chose d'actualité. Pour autant, ça a été décalé dans le temps par rapport au gouvernement. Ouais. Et c'est vrai qu'on sent que tant que les clients ne sont pas mis au pied du mur de la date d'application, ils vont pas forcément s'y intéresser. En fait, ils en entendent parler, ils voient des choses. On est déjà content s'ils font plus leur facture sur Word et Excel et s'ils le font sur un logiciel. S'ils Déjà, le ouais. font avec Sekino ou avec un logiciel de facturation qui fait de la facturation électronique, c'est encore mieux. Ouais. Voilà, c'est un enjeu qui va de corollaire, mais pour le coup, la facturation électronique n'est pas forcément encore un argument pour eux entendable. Je pense que c'est encore un petit peu tôt. Nous, on commence à se former petit à petit, mais c'est sûr que tant qu'on ne ressent pas un besoin, on a du mal à anticiper un petit peu un besoin qui peut arriver dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, selon quand ça va être décalé, puisqu'on n'est pas au premier décalage de date, il me semble, sur ce Oui, mais sujet-là. là on s'accorde quand même tous à dire que Si ça bouge pas, voilà, c'est quelque chose sur il faut lequel on pas va que se ça pencher décale. rapidement. Et après, il y a d'autres sujets. On- Déjà, bon, le premier, je pense que il y a des sujets qu'on travaille ensemble depuis 1 an maintenant, quasiment. C'est tout ce qui est R&D, mais pas que au niveau de la facture électronique, mais autour Mm. du collaborateur, du cabinet. Qu'est-ce qu'on peut apporter parce que une fois qu'on a reçu une facture électronique qu'on a émis, Oui. derrière, ça s'arrête pas là, hein. C'est aussi ça aussi, peut-être qu'il faut que les clients comprennent, c'est qu'il n'y a pas, ok, j'ai émis une facture électronique, j'ai reçu une facture électronique, et tout s'arrête là. Bien évidemment, il y a tout votre rôle aujourd'hui Oui, après il y a du toutes les cabinet. solutions de paiement que propose Sekino derrière avec la facturation électronique qui C'est permet de ça. payer avec un QR code, avec un lien qui permet de sécuriser un peu les paiements. Hum, Donc cette partie-là a aussi de la valeur ajoutée, il faut qu'on soit un peu ouais, pédagogue avec eux, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés l'année dernière et qu'on a discuté de ces solutions. Moi, ça me paraissait quelque chose de très intéressant, l'artisan qui peut faire sa facture devant la personne et se faire payer avec le QR code, c'est assez révolutionnaire pour lui. Et je pense que ça règle des problèmes de trésorerie directs pour hum, l'artisan qui va devoir faire sa facture le week-end, qui va l'envoyer, qui peut devoir courir après le chèque, le déposer à la banque, l'encaisser. Voilà, on est sur des modes complètement différents. C'est aussi assez générationnel, donc je pense que les nouvelles générations d'entrepreneurs qui vont oui, arriver seront beaucoup plus acculturés de ça. Nous, on voit des solutions d'ossérisation, hein. Tous ceux qui créent leur entreprise, on leur met en place, il n'y a aucune discussion. hum, Une personne qui a l'habitude d'apporter ses factures en papier et son expérimentable depuis 20 ans, c'est pas la même chose pour qui c'est bascule différent. sur au numérique, il faut beaucoup plus de pédagogie et de patience pour le coup. Donc ça va venir petit à petit, mais sur la facturation électronique, c'est sûr que l'intérêt pour le client, ça va être les sécurisations des paiements Ouais, et le fait d'émettre quelque chose de conforme. Pour nous, ça va être les liens que ça va faire avec nos différents logiciels en termes d'API. Ça va être aussi de manière commune pour le client et pour nous d'avoir les flux bancaires qui arrivent et un lettrage semi-automatique, voire automatique, qui se ouais, fait entre la facture de vente qu'on a émise et l'encaissement qui a été reçu pour en déduire les créances clients qui en résultent. Donc il y a pas mal de valeur ajoutée pour eux. C'est plus facile à mettre en place sur un créateur qui n'a pas de solution ouais.
que sur une personne qui va faire ses factures sur EBP, sur Sage ou sur une autre solution depuis longtemps. Donc voilà, il a ses archives de crédit dedans, il a ses habitudes, il a ses modes d'envoi. Donc derrière, il y a un peu plus de travail à faire en termes d'acculturation. Oui, effectivement, bah, c'est toutes ces services, toutes ces valeurs ajoutées qu'on va pouvoir créer autour de la facture électronique. Tu parlais des Mm, paiements, d'encaissement. mm, Euh, Il y a effectivement des solutions autour de ça qu'on est en train de mettre en place justement mm. pour avoir cette valeur ajoutée, pour éviter que l'artisan il passe son dimanche à faire ses factures et à les envoyer, ou ses soirées, hein, il sera mieux devant, je pense, un match de foot de l'OM par exemple, ou du PSG pour ceux qui préfèrent le PSG. Mais voilà, c'est un vrai sujet qui est important aujourd'hui. Le... On s'en rend pas compte, mais il y a un gain de productivité, de temps, Mm. peut-être aussi une charge mentale Oui, qui complètement. est aussi moins importante pour le dirigeant. Donc c'est vrai que bah, aujourd'hui, voilà, on travaille tout autour, bien évidemment, de la facture électronique pour réduire toute cette partie-là, quoi. Il y a tellement de valeur ajoutée pour les artisans qu'on retrouve souvent de la délégation de ces tâches-là, des secrétaires externalisés ou des personnes comme ça. Et nous, on ressent vraiment un besoin, pas forcément d'avoir un outil pour améliorer leur travail, mais un besoin d'avoir une personne pour faire leur facture aussi. Oui, Dans la solitude du dirigeant de l'artisan qui va être seul, oui, on a quand même un il y a besoin ça qui est aussi. là-dessus. Donc c'est sûr que tout ce qui peut les soulager en termes de temps et au niveau administratif, ça va souvent les aider. Nous, on a des clients qui viennent souvent nous voir en disant j'y comprends rien, mais je vous fais déjà confiance. On s'est à peine dit bonjour, on se connaît à peine, ils nous font déjà confiance parce que derrière, Ouais. ils ont aussi envie de pouvoir compter sur nous pour les aider à faire certaines tâches administratives. Donc voilà, ça peut être une piste de développement pour le cabinet, d'avoir un service dédié à la facturation et aux relances des clients, à réaliser en interne, mais ça demande de la réflexion, de la structuration et un modèle économique aussi un peu différent. Donc Et ça, c'est des choses de ce que je comprends, c'est que vous ne faites pas encore pour vos clients, que mm. vous Non, on le fait réfléchissez pas à encore pour faire. le client, mais on réfléchit à le faire. Ça peut être couplé à des services de domiciliation d'entreprise aussi. Ouais, Donc facturation, ça peut être des services de facturation aussi pour des professions libérales, oui. type kiné, infirmier, avec des logiciels dédiés où il y a des facturières ou des facturiers qui s'occupent de faire ça pour eux. Mhm. Donc il y a quand même beaucoup de missions connexes sur lesquelles on peut être amené à accompagner les clients et sur lesquelles ils sont en demande. Ça peut être aussi le paiement de leurs fournisseurs. Ouais, Voilà, il y a beaucoup de missions qui vont nécessiter derrière des outils de validation des clients pour qu'on puisse faire le paiement pour leur compte, qui nécessitent des lettres de mission, des assurances. Donc voilà, il y a aussi des sujets qui sont intéressants par rapport à ça. Donc le travail, on n'en manque pas, on va jamais en manquer à mon avis. On est quand même beaucoup sollicité pour beaucoup de choses. Après, il faut regarder ce qui rend service aux clients et ce qui apporte de la valeur ajoutée pour eux, pour lesquels on arrive à trouver de la main-d'œuvre, parce qu'on a quand même une difficulté à recruter dans les cabinets experts comptables depuis des ouais. années. Le marché est relativement concurrentiel et tendu, et voilà, il faut arriver à trouver les équipes pour assurer ces charges de travail supplémentaires que l'on a. Yes. Et du coup, tu parlais là, il y a un point qui m'intéresse sur la partie paiement notamment. Mm. Ça, aujourd'hui, vous avez des clients qui souhaitent que vous fassiez les paiements à leur place depuis leur compte bancaire. On a un seul client historique, enfin deux clients historiques pour lesquels on réalise ces paiements-là, D'accord? par rapport à leur activité, mais ça reste quand même relativement marginal en fait. Ok. Ça demande quand même, je pense, de la confiance, de Mhm. l'organisation en interne. Et on le fait de manière ponctuelle parce que la mission était souvent sur place à la base et qu'on avait cette Oui. tâche-là de préparer les chèques à l'époque qui était signé par le dirigeant ou le président de l'association. Donc c'est resté un peu comme ça. Derrière, maintenant, il y a des validations différentes avec le pouce du dirigeant pour valider ou un Ouais. code qui est reçu, mais on peut être amené à le faire pour certains clients. Après, ce sont des tâches qui peuvent être vite chronophages Ouais. et qui nécessitent une bonne organisation et validation en interne entre le devis qui est signé, le rapprochement avec la facture ou avec le bon de livraison derrière, l'ordre de paiement de la part du dirigeant et le process de paiement où on ne peut pas faire un paiement à chaque facture, il faut qu'on se dise chaque semaine, toutes les 2 semaines ou tous les mois, on s'occupe Yes. des paiements, les fournisseurs sont au courant de ça, c'est le process en entreprise et on s'occupe de le faire. Ok. Donc ça, ce sont des missions effectivement qui peuvent être intéressantes pour les clients, voilà, qu'on a tendance à mettre en place quand on est un peu en interne, en DAF externalisé ou sur des missions de direction financière. Ok. Euh, un client d'une taille un peu plus petite où on intervient juste en externalisation sera moins demandeur de ça et nous, on sera moins force de proposition aussi dessus par habitude, on va dire. Oui, après, ce que tu peux, c'est valider le fait que la facture elle correspond au devis. Derrière,
Oui, entre oui. guillemets, déclencher un bon payé, il n'a plus qu'à valider le paiement, lui, Mm. avec des solutions qu'on Ouais, pourrait imaginer, enfin, pas qu'on pourrait imaginer, mais qu'on est en train de de mettre en place développer. sur le fait que il reçoit un email et sur son smartphone, il peut directement déclencher le paiement depuis son compte bancaire, depuis son application bancaire dans certains cas, hein, tout dépend Ouais. des banques. Et donc que ça puisse justement permettre à ça au dirigeant quand il est Et ouais. en déplacement ou voilà. Oui, oui, c'est sûr que s'il y a des solutions développées par Sekino qui nous permettent derrière d'avoir la chaîne de traitement de la Hum. facture de manière complète, avec une intervention de notre part derrière facilitée, ça fera gagner du temps aux dirigeants, c'est sûr. Alors maintenant, on va inverser les rôles, parce que c'était un peu aussi le sujet. Oui. Voilà, c'était est-ce que tu as une question à me poser? Une Euh, ou plusieurs, il y a combien de temps encore? Ah, écoute, on avait dit 45 minutes, ça fait 44 minutes, mais on a encore le temps, hein. Après, il y a pas de limite. Mais voilà, on voit bien que voilà, tu es passionné par ton sujet et tout, donc bah, c'est super. Bah ouais, j'aurais peut-être deux, trois questions pour Vas-y. toi au niveau du développement de Sekino Hum. et du lien avec notre métier d'expert comptable. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les étapes qui ont été franchies par Sekino depuis la Hum. création, en Ouais. lien avec notre métier, et quels sont les prochains objectifs et paliers, Yes. j'ai oublié le terme anglais que tu utilises souvent pour les échéances à venir. Qu'est-ce que la roadmap? Ouais, Non? il y a des roadmaps, il y a un peu de... Quelle est Euh, la roadmap de Sekino du coup? Et les deadlines? Et ouais, alors effectivement, donc c'est vrai que bon, nous on vient de la banque à la base, donc c'était aussi ça peut-être notre différence à la base sur la partie paiement et la partie encaissement. Mm. On a déjà pu intégrer avec effectivement, comme tu dis, le QR code qui permet aujourd'hui de facturer depuis son téléphone portable et de générer une facture qui est conforme, on est le seul PDP à avoir une certification conforme lutte anti-fraude TVA pour du B2B et du B2C. Ok. Donc sur derrière, bah, cette facture, voilà, c'est comme un logiciel de caisse aujourd'hui hein, qu'on connaît dans les restaurants, les coiffeurs ou ce genre de choses. Mm. Donc ça, c'est un point important. Donc on a commencé comme ça et depuis un peu plus d'un an maintenant, donc avec notre présence au congrès de Montpellier notamment l'année dernière, euh, c'est là donc bien évidemment on s'est rencontrés. On a commencé à développer toute la partie, on va dire R&D à destination des cabinets D'accord. pour proposer des solutions qui soient à destination des cabinets et un gros focus sur l'expérience collaborateur. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que le collaborateur, c'est celui qui passe du temps sur l'outil, Mm. Et ouais. que ce soit chez toi ou que ce soit dans d'autres cabinets d'expertise comptable. Bon, quand c'est des petits cabinets comme on peut avoir aussi, l'expert comptable met la main un peu dans l'outil, mais majoritairement on voit bien que ce sont les collaborateurs qui passent du temps dans l'outil, donc il faut qu'on ait un outil qui soit simple à utiliser. On travaille sur le nombre de clics que l'on va faire. Je crois que même là, euh, bah, pour le congrès, on sort une version où tout ce qui est journal d'achat et de vente, c'est un ou deux clics. Toutes les données apparaissent. Ouais. Il n'y a même pas besoin de scroller, de descendre, enfin de presque bouger la souris. Donc, ce qui nous permet voilà, d'apporter de la vraie valeur ajoutée là-dessus pour le collaborateur. Parce que c'est aussi lui qui va, comme d'autres éditeurs de logiciels, équiper les clients, accompagner les clients. Il va avoir de temps en temps des clients qui vont lui poser des questions en direct. Ok. Même si les clients nous posent aussi des questions en direct, souvent il y a un lien de proximité, et puis vous êtes en mesure de répondre Et à oui. différentes questions, quel taux de TVA, ça c'est pas notre rôle, on n'aura pas cette expertise-là. Après, bon, voilà, sur l'usage du logiciel, au bout d'un moment, bah, le collaborateur est complètement autonome, il peut accompagner un client, lui répondre rapidement au téléphone ou ce genre de choses. Mhm. Donc, ou débloquer des situations, si tant est qu'il y ait des situations bloquées quelque part. Donc voilà, donc on est vraiment sur ce focus-là, avec le plus possible la partie connexion aux API de production comptable, Mm. quand c'est possible. C'est pas toujours possible, Mm. malheureusement.
Ça vient pas de notre fait, puisque Oui, nous, il y a des on est, logiciels plus ou moins fermés. voilà, nous, on est, comment dire, on est ce qu'on appelle API First. Notre logiciel, c'est un ensemble d'API, Hmm, un Lego d'API, on va dire, pour faire simple. On sait faire, on maîtrise très bien les technologies, on est sur les dernières technologies très modernes, ultra puissantes, qui font que, en termes de scalabilité et de volume de facture, on n'a aucun sujet. On peut traiter des dizaines, centaines, milliers, millions de factures sans difficulté. Donc ça, voilà, on travaille vraiment sur tous ces sujets-là. On travaille aussi avec des différents acteurs, mais là, c'est plus pour les clients finaux, après, hmm. sur lesquels on va apporter des solutions à valeur ajoutée, du recouvrement, qui va pouvoir être intégré. Enfin, le client va pouvoir souscrire Ouais, à un recouvrement via un spécialiste de recouvrement comme point international. Ça, normalement, d'ici la fin de l'année ok. 2024. Il aura aussi la possibilité d'avoir, peut-être plus pour des entreprises où tu interviens en tant que DAF à temps partagé ou externalisé, la capacité d'avoir ce qu'on appelle un scoring de ses clients, de savoir si le client en face il est bien noté et s'il a Bonne une bonne solvabilité. solvabilité, Ouais, voilà. Et donc, bah, voilà, est-ce qu'il envoie 10 000 euros de marchandises ou juste 5 000, il s'est payé, puis il renvoie les 5 000 euros de marchandises après. C'est des choses comme ça qui ont de la valeur. On intègre ça. Et puis aussi avec des établissements bancaires, où là, on réfléchit à des solutions. On va apporter des offres bancaires complètement intégrées dans la plateforme. ok. Voilà, pour simplifier justement cette partie bancaire dont tu parlais. Proposer des services aussi après à valeur ajoutée pour les clients, de la facturage, tout ce qui est autour des financements euh, pour les banques. Ok. Voilà, plein de sujets dans les cartons, une bonne partie déjà pour la fin d'année, Hmm, sur euh, trois axes voilà, le collaborateur, le lien avec la banque, et puis après les services à valeur ajoutée, donc là, avec un partenaire comme Point International sur les relances et le recouvrement. ok. Et du coup, dernière question. Yes. Sekino, on est où de sa démarche RSE? Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement ou est-ce qu'ils ont déjà fait des étapes? Écoute, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on met pas en avant ou peut-être pas assez en avant aussi comme toi. Euh, c'est vrai que alors, il y a plusieurs éléments. On va commencer à l'origine et pour le coup, je ne sais pas si tu travailles ce genre de sujet, mais nous, quand on a créé la structure, on a bénéficié d'un prêt d'honneur réseau entreprendre. Ok. Dans cette démarche prêt d'honneur réseau entreprendre, il y a une grosse démarche, c'est un gros questionnaire et au-delà de ça, je pense que toutes les entreprises devraient aller voir réseau entreprendre ou initiative France. L'un ou l'autre, ça permet justement d'avoir des prêts entre quelques milliers d'euros et 50 000 euros au maximum, Mhm. sachant que c'est sans garantie sur le dirigeant, donc c'est quand même intéressant. Ouais, pas de Ça caution permet personnelle. d'aider aussi pas mal de choses. Et en même temps aussi, ça oblige le dirigeant et les dirigeants, non en l'occurrence les dirigeants, à se poser plein de questions, et notamment l'impact. D'accord. Et il y a un vrai volet impact dans le dossier. C'est lourd, hein, c'est pas que c'est quelque chose, il faut un mois pour. Et du coup, c'est sous forme d'engagement puisque c'est la création de la société, c'est ça? C'est ça, alors on a créé la société, et après voilà, on remplit le dossier, et une fois que. Et dans ce dossier-là, c'est presque comme un dossier de crédit, il faut dire voilà ce qu'on Hmm. fait, le business plan, il faut qu'il y ait un business plan, il faut qu'il y ait des engagements. Alors après, on les respecte pas, ils vont pas forcément venir contrôler, mais en tout cas, la démarche Oui, est ça là, en oblige à tout se cas. questionner, à Ça, s'interroger sur des sujets qu'on n'aurait pas forcément c'est ça, ça oblige à faire ce travail-là, pris en en tout cas. compte. Donc ça, Ok. ça, c'est important. Ensuite, notre premier logo, et bon, notre logo aujourd'hui, il ressemble encore un peu, mais notre premier logo était une abeille, parce que ça venait de, en fait, à la fois l'hexagone en nid d'abeille, Mhm. qui d'un point de, qui avait cette particularité un peu d'être souvent repris dans les secteurs à haute technologie. Ouais, la notion d'essaimage. Donc là, voilà, toi, les startups technologiques et tout ça, on voyait bien ce sorte de nid d'abeilles qui vient.
Et en même temps, c'est aussi, ça nous permettait de justifier aussi de l'aspect un peu écosystème que l'on a dans la plateforme aujourd'hui. Écosystème client-fournisseur, D'accord. expert comptable. Donc on est vraiment. Donc après, bon, voilà, on a fait une petite abeille qui est assez sympa, qu'on peut retrouver, enfin, que j'ai dans mes archives. Et aujourd'hui, on a voulu garder dans notre nom et le Q et le O qui soient en forme d'hexagone Ok. pour rappeler cette partie-là, l'abeille étant l'élément essentiel de l'écosystème. La Parce que biodiversité, ouais. s'il y a de la biodiversité. Donc ça, s'il n'y a pas d'abeilles, on sera très Mm, mal demain, même nous, pour la pollinisation de tout ce que l'on mange, enfin une bonne partie de ce que c'est l'on sûr. mange. Donc ça, voilà, ça c'est un sujet qui est important pour nous. Et après, aujourd'hui aussi concrètement, alors nous on est locataire de nos locaux comme on est une start-up, enfin voilà, éditeur de logiciels maintenant, un peu moins start-up parce qu'on a plus de 3 ans et demi quand même. Mais on a cette vocation à pouvoir à avoir besoin de flexibilité. Mhm. Donc on est dans des locaux de bureaux privés à la Défense. Ok. Et en fait, on a choisi un acteur qui est certifié B Corp. Ok. Ça, c'était un sujet très important. C'est le propriétaire des murs qui est Bicorp, c'est ça? C'est le locataire, et nous on sous-loue. D'accord. C'est l'entreprise de coworking, de Oui, qui est bureaux certifié privés, Bicorp, qui est d'accord. certifié B Corp. Après, on est sur un immeuble rénové complètement, HQE, enfin, Ouais. donc qui est aussi comment dire, c'est un immeuble EDF, donc je pense que, enfin, c'est l'immeuble à la base, c'est la Basse tour EDF consommation, ouais, d'accord. à la tour EDF à la Défense, donc voilà, ils sous-louent une partie, enfin, après, il y a une autre mécanique, mais voilà, l'immeuble a été complètement rénové là, ces dernières années, et on voit bien, il y a encore des travaux, justement pour accueillir des nouveaux arrivants. Mais voilà, on est vraiment sur une démarche Bicorp. C'était important pour nous d'avoir. Enfin, ça a fait partie du processus de décision, au-delà du fait que les locaux aussi sont bien pour le bien-être de nos salariés. Mhm. Quand on a déménagé, alors on était bien hein, derrière les Champs-Élysées, on avait des bureaux qui étaient assez sympas. Mais là, voilà, on est maintenant à la Défense et dans cet environnement-là, et tous les salariés étaient super contents d'arriver dans ces locaux. Il se trouve que, en plus, en faisant un petit questionnaire comme ça assez rapide, l'ensemble des salariés a gagné du temps de transport. Alors, Ok. nous, on est sur majoritairement le transport en commun, parce que voilà, la Défense, l'avantage c'est que c'est pratique d'accès. Mhm. Euh, mais voilà, entre allez, 2-3 minutes, parce qu'il y en a un qui a gagné 3 minutes, on va dire, de temps de transport. Et jusqu'à 20 minutes de gagner tous les jours. Donc, Ok. aller, donc voilà, Ouais, fois deux, ça fois fait fois deux, fois le nombre de nombre jours. de jours. On met bien évidemment en place du télétravail aussi, on est plutôt souple sur le sujet tant que le travail est fait, Mhm. c'est le plus important. Donc il n'y a pas, un peu comme toi, on a peut-être moins de sujets de contraintes parentales aujourd'hui dans l'équipe. Mais voilà, ceux qui ont des contraintes parentales, il y a zéro sujet par Ouais. rapport à ça. Le travail est fait, donc après, il y a une relation de confiance qui est instaurée, il y a une bonne dynamique. On cherche à s'entourer aussi, nous, de personnes compétentes, les plus compétentes possibles aussi sur nos métiers, pour qu'il y ait une dynamique aussi, que tout le monde ait bien envie de venir travailler dans nos bureaux et qu'on ait une dynamique sociétale qui soit forte. Ok. Donc voilà, donc on est en plein dedans, ces engagements sont extrêmement importants pour nous. Et puis à titre personnel aussi, mais voilà, ça c'est d'autres sujets, mais c'est une extension en fait hein, finalement Oui, oui, bien de sûr. ce qu'on est en fait, l'entreprise est une extension un peu de ce qu'on est, je pense que tu vis la même chose. Oui, oui, on a Donc besoin de voilà. cohérence à un moment donné. On peut pas faire des choses personnellement qu'on met pas en place personnellement et surtout inversement, quoi. C'est compliqué d'avoir un engagement personnel Hum. et de devoir travailler en faisant complètement l'inverse. Je pense qu'il y a une dichotomie qui est compliquée à vivre pour les salariés et
On l'a vu pendant la phase de Covid, il y a eu beaucoup de changements Ouais. de mode de vie pour des personnes qui sont réorientées, qui sont allées vers d'autres métiers plus en cohérence avec leurs valeurs. Donc, c'est positif. Donc voilà, donc on Merci essaye de pour tes faire réponses. on essaye de faire le maximum. Donc après, bah, tout n'est pas toujours parfait, mais en tout cas, voilà, c'est à chaque fois il y a, je pense que tu le vois aussi, tu parlais tout à l'heure des temps de trajet. Bon, bah, malheureusement, ici, c'est un peu plus. L'endroit nécessite une voiture, en quelque Mm. sorte. Bah, c'est vrai qu'il faut être en accord avec ça et puis voir quel est l'impact peut être le plus réduit possible. Ouais, C'est tout à pas fait. toujours, c'est pas toujours évident. Maintenant, voilà, faut faire du mieux qu'on peut, quoi. Ok, merci. Good. Pas d'autres questions? Non, on est bien. Tu auras l'occasion d'en poser au congrès, de toute C'est façon. ça. Bah, écoute, merci. Un dernier point, bah, voilà, pour faire un peu vivre aussi le podcast. Est-ce que tu as un expert comptable, un de tes confrères à me recommander qui pourrait venir dans ce podcast? Oui. Ouais, je pense que j'ai quelques personnes à te recommander T'as un nom là qui sont qui me aussi semble. dans ces valeurs-là. Il pourrait y avoir Fabien Poujol, par Ouais, exemple, qui est situé à Toulouse et qui est très impliqué dans le secteur de l'ESS, yes. qui pourrait être intéressé. Ou j'ai 2 consoeurs aussi engagés dans la RSE, Sophie Cypri, qui est située près de Nice, ou Sandrine Lebeau, près de Nantes. Donc voilà. Ça peut être des consoeurs et des confrères que j'affectionne et qui partagent un peu les mêmes valeurs, donc Yes, bah écoute, intéressant. écoute, avec plaisir de les contacter tous les trois pour échanger avec eux sur ce sujet-là. Et puis Fabien, c'est vrai qu'on avait euh, regardé ensemble un moment, enfin on échangeait ensemble sur une personne qu'on connaît qui était pour le coup à l'inspection générale avec moi chez Natixis Ok, et qui s'implique dans la comptabilité carbone. ok. Je crois que Fabien avait commencé à regarder des sujets Ouais, donc il se il a peut. aussi la formation bilan carbone à son actif. Donc voilà. Bah écoute, merci Parfait, beaucoup Sébastien. avec plaisir. Et puis bah à très vite. À bientôt.